Nous sommes forêt. 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 Ce nouvel épisode de Nous sommes forêt nous amène dans les hauteurs des Alpes suisses, au pays du célèbre ingénieur forestier Ernst Zürcher. Enseignant en sciences du bois, spécialiste de la relation entre les arbres et l'environnement, Ernst Zürcher a signé de nombreux ouvrages, dont le best-seller Les arbres entre visibles et invisibles aux éditions Actes Sud. Nous sommes forêt. Et là-bas, on entendra plus les cloches de vache que le torrent. Je propose qu'on aille un peu au pied du tronc, là, du totem. Alors, la vue contre le soleil couchant est impressionnante. Il y a des fraises des bois qui plus est. Oui, elles sont bonnes, j'en ai déjà mangé. Ici, nous sommes à quelle altitude, Ernst ? Là, pour l'altitude exacte, je vais tout de suite le dire. Ça doit être à 1800, quelque chose comme ça, je vais voir ça. Mais on est dans une vraie ambiance alpine, on est dans le levé d'une vallée. Voilà, c'est ici. On est à 1400 mètres. C'est pas si haut que ça. Ici, 1450. Et c'est une ambiance totalement alpine, donc des Alpes bernoises. C'est donc un peu la situation des préalpes qui s'appuient contre les très grands massifs de plus de 3000 mètres. Et c'est des massifs qui portent des noms magnifiques. C'est donc des neiges éternelles, des glaciers. Et ici, c'est un groupe de trois très intéressant qui a... moi, ça me parle quand je vois ces noms. L'un, c'est la montagne qui s'appelle das Morgenhorn, c'est le pic du matin. Et l'autre, c'est die Weiße Frau, la dame blanche. Et le troisième, c'est Blühem les Alpes Horn, c'est la corne de l'Alpe aux petites fleurs. Donc c'est une poésie magnifique pour les montagnes qui maîtrisent, qui sont un peu les montagnes sacrées de cette région. Oui, c'est ça qui est assez fascinant en fait en arrivant jusqu'ici, en arrivant auprès de toi, ici au cœur des Alpes bernoises. C'est un petit peu ce dont on avait parlé ensemble lorsqu'on préparait cet entretien, le fait de découvrir à tes côtés une forêt des montagnes, une forêt des montagnes suisses, et donc nous sommes ici au cœur des Alpes bernoises, au terme d'une route impressionnante par ces rochers, les torrents qui sont d'un bleu pur cristallin. Et puis on est cerné par une végétation, beaucoup de conifères, mais pas seulement. Peux-tu nous décrire rapidement ce qui est présent autour de nous ? Oui, c'est donc une végétation sauvage. Donc ici, les essences sont selon leur nature propre, n'ont pas été plantées artificiellement, ça pousse et ça repousse spontanément. On peut donc récolter des arbres et ça repousse. C'est donc un mélange, majoritairement c'est comme de l'épicéa. Et au niveau des feuillus, c'est beaucoup d'érables sycomores, du sorbier des oiseleurs, un peu de frêne, quelques saules aussi en bas de ravin auprès des cours d'eau. Et oui, c'est à peu près l'essentiel avec beaucoup de fougères, des prêles. Et donc c'est ces forêts très denses, des contreforts de ces montagnes versant nord. Donc ici, le réchauffement climatique, c'est quelque chose de très éloigné par rapport à ce qui se passe ailleurs. Il fait chaud, mais il y a toujours de la réserve d'humidité. Ces sols sont très profonds, très verdoyants. Cet endroit est vraiment à la fois exceptionnel et à la fois représentatif d'une certaine forme de forêt. Oui, donc c'est effectivement la forme de forêt typique pour ce genre de situation, contrefort des Alpes ou bien vallée interalpine. Et là, ce qu'il faut de plus en plus comprendre pour ce genre de forêt,
c'est leur fonction au regard des cycles hydrologiques. Parce qu'en dessus, on a encore les glaciers qui sont là, qui maîtrisent, qui dominent les plus hauts sommets, qui accompagnent les plus hauts sommets. Et ce torrent qu'on entend ici, c'est surtout de l'eau de glacier, c'est des névés qui sont en train de fondre. C'est alimenté en permanence, donc ce torrent coulait cet après-midi, coule maintenant, coulera toute la nuit et coulera toute l'année et on espère encore très longtemps. Mais ce dont il faut prendre conscience, c'est que ces glaciers, en fait, se rechargent en hiver, constituent comme des châteaux d'eau du cœur de l'Europe. En fait, la Suisse est posée dans la croix des fleuves européens. C'est le Rhône, le Rhin, c'est le Danube et c'est le Pô. Et c'est d'ici que partent ces grands fleuves. Et maintenant, on se rend compte que ces fleuves ont des difficultés. Le Pô à sec, ça dit quelque chose d'énorme, de très inquiétant. Et c'est un constat, c'est un indicateur. Et la réflexion, c'est mais qu'est-ce qu'on aura comme nouvelle alternative, comme autre forme de stockage de l'eau au travers des saisons si les glaciers ne sont plus là, ils sont moins à une telle vitesse. Et là, c'est vraiment cette ceinture forestière qui est absolument irremplaçable puisque ces arbres abritent un sol extrêmement profond, extrêmement spongieux, même lorsque c'est en pente, sont capables de stocker l'eau qu'ils reçoivent, l'eau des précipitations, et la diffusent lentement, même en été. Et je disais, c'est une partie seulement de l'eau du torrent qui provient des glaciers, et l'autre partie, c'est aussi alimenté par les forêts. Donc ici, c'est vraiment l'illustration du rôle des forêts comme étant le château d'eau organique d'un paysage. Et ça vaut pour tous les paysages. Dès qu'on veut remettre en route les cycles hydrologiques, il faut remettre en route des arbres le long des lignes de niveau, des haies. Et dans les paysages asséchés, il faut remettre en place suffisamment de forêts pour que les précipitations soient stockées sur le long terme et rediffusées. Et par rapport à ces ceintures forestières que tu soulignes, alors c'est vrai que là, on peut parler des arbres qui nous environnent, on va y revenir. On est assis au milieu d'herbes, de plantes, de fleurs qui montent quasiment jusqu'à nos épaules. Et puis c'est vrai qu'il y a quantité de mousses. Moi, je les ai repérées lorsque je suis arrivé au bout de ce chemin à moitié féerique et extrêmement impressionnant, tout en haut, ici, de ce toit du monde en Suisse. Il n'y a pas que des conifères en fait au niveau des essences et ça veut dire que cette ceinture forestière c'est aussi une coopération entre plusieurs espèces. En tout cas c'est ce que ça suggère. Absolument, ça c'est un élément, une réflexion centrale. Les recherches l'ont montré mais traditionnellement on le savait très bien. C'est que les meilleures forêts pour justement les cycles hydrologiques mais aussi pour la biodiversité, pour la résilience aux aléas climatiques, c'est des forêts mixtes. Les forêts mixtes, comme elles se mettent en place spontanément, parce que c'est des systèmes racinaires qui se complètent, qui colonisent différents niveaux du sol, qui sont capables de libérer certains sels organiques sur des minéraux et d'autres racines le feront avec d'autres éléments. Et là, c'est toujours cette notion de collaboration qui est absolument centrale. Et aujourd'hui, les recommandations dans les brochures pour enseigner ou bien pour donner des indications comment gérer des forêts pour qu'elles produisent le plus d'eau possible de très haute qualité, l'une des maximes premières, c'est simplement d'avoir déjà des forêts mixtes en station. Quitte à modifier peut-être un peu le rapport de l'un à l'autre, puisque les résinus sont toujours les arbres les plus intéressants du point de vue économique. On n'aimerait pas entièrement s'en débarrasser, mais il faut une part suffisante de feuillus du point de vue écologique et hydrologique. Et c'est ce qu'on voit dans la forêt naturelle qui est autour de nous par rapport aux différentes essences qui nous entourent. Hein. Absolument. Alors là, c'est absolument complexe. On a appris ça au cours de notre formation d'ingénieur forestier. On appelle ça la sociologie végétale. Ah bon ? Oui, on a des associations forestières. C'est donc les arbres ne se mettent pas ensemble n'importe comment. N'importe qui ne fricote pas avec n'importe qui. C'est donc des associations forestières, y compris les plantes de la strate moyenne, des arbustes,
des arbrisseaux, mais aussi la strate inférieure, les mousses, les lichens, les fougères, etc. Tout ça, c'est une quarantaine de profils qui ont été décrits pour cette région alpine ou bien pour la Suisse en général. Et là, on reconnaît, c'est des formes, on pourrait dire c'est un alphabet complet qui permet de faire des choses intéressantes au niveau végétal. C'est ensemble, de cette manière-là, que dans cette région-là, avec ce climat-là, que ça fonctionne le mieux et que ça fonctionne depuis des millions d'années. Hormis les changements qui ont eu lieu avec les glaciations, mais c'est parti, c'est revenu. Mais c'est toujours cette idée de profil végétal, c'est comme une composition artistique, chaque espèce y apporte quelque chose. Et là, on pense seulement en termes de végétation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces végétales s'associent à la faune. Il faut penser flore et faune toujours ensemble. Et là, c'est donc pas immédiatement visible. La végétation est tellement puissante, mais c'est le monde des insectes, c'est le monde des oiseaux, c'est le monde des mammifères. Et autrefois, ici, c'était le royaume des ours. Donc, cette communauté végétale, ou en tout cas ces environnements forestiers, y compris ici, dans cette altitude, dans cette région, en Europe, sur le toit du monde européen, pourrait-on dire, est un préalable à toute une faune, du plus petit au plus grand, aux super prédateurs, pourrait-on dire, ou en tout cas aux organismes qui sont les plus grands gardiens, qui vont se mettre en place dans un second temps. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est même en second temps ou bien est-ce que c'est toujours ensemble? Il y a la notion de coévolution. Et si on regarde simplement la combinaison champignon-plante, ça fait partie de cette notion de coévolution. Les mycorhizes, on se rend compte que c'est vraiment ensemble que les choses ont eu lieu. Toute la vie végétale, toute la prolifération végétale en terre émergée, lorsque c'est sous forme d'arbres, a eu lieu, et même avec les plantes annuelles plus tard, a eu lieu en collaboration avec les champignons. Ça ne se fait pas séparément. Alors c'est vrai que lorsque tu nous évoques, tu nous présentes cette sociologie végétale, spontanément, à écouter tes explications, c'est le terme de communauté en fait, qui vient à mon esprit. Mais au-delà de cette notion de communauté, je pense à l'un de tes ouvrages qui s'appelle « À l'écoute des forêts », qui est destiné plutôt au jeune public, où à l'intérieur, tu relates une histoire d'alphabet celte logam, je crois, d'alphabet celte qui à la fois sert de support aux jeunes héros du livre pour fabriquer justement des forêts mixtes, hein, des communautés végétales, mais aussi tu expliques à l'intérieur que c'est aussi une forme d'aide-mémoire, puisqu'en fait c'est un alphabet qui est relié aux arbres. On est sur des propositions imaginaires où il y a une vraie base par rapport à ce récit-là. Enfin moi j'ai découvert cela en lisant cet ouvrage et j'avoue que j'ai un peu les bras qui me sont tombés. Donc c'est tout à fait authentique. Historiquement, les historiens ont donc retrouvé des traces gravées sur des pierres ou bien aussi sur des vieux bois de ce premier alphabet européen, Ogam, culture celte. Et dans ce premier alphabet, on a quelque chose comme, je crois, 19 correspondances, arbres, lettres. Et là, ça nous pose quand même une question assez intéressante. Pourquoi ont-ils mis ensemble ces lettres, l'explication du monde au travers de concepts, à l'aide d'arbres? Quel est le rapport entre le bouleau et le B, par exemple, comme c'est le cas, ou bien entre le pin sylvestre et le A, consonne, voyelle, etc. Est-ce qu'à l'époque, ils avaient comme un sentiment d'autre chose simplement face à l'arbre que du végétal, que du ligneux, du bois, du fourrage pour les animaux? Quel est le geste de l'arbre? C'est peut-être un terme intéressant ici. Le geste d'un arbre, c'est le geste d'un artiste, d'un acteur, quelqu'un qui se révèle au travers du geste. Et là, c'est un geste peut-être visuel, spatial, mais ce qu'on est en train de découvrir en dialoguant aussi avec des représentants d'autres cultures qui sont restés vraiment très proches de la nature, c'est qu'il y a beaucoup plus à percevoir au niveau des arbres que simplement l'enveloppe externe.
Et là, c'est la question, mais quelle est la vibration peut-être qu'émet un arbre? Est-ce que la vibration d'un B, elle est certainement différente que la vibration d'un A, disons, lorsqu'on le prononce, c'est très différent. Est-ce qu'il y a une correspondance avec les arbres? Là, j'en suis à cette question. Oui, et là on rentre sur une note de tes enquêtes, de tes écrits. L'ouvrage qui t'a fait connaître au plus grand nombre les arbres entre visibles et invisibles, c'est un peu une synthèse de ces décennies d'ingénieurs forestiers, d'universitaires, de recherche que tu as compilé et que tu as rendu accessible au public à travers ce livre paru aux éditions Actes Sud. En ce qui te concerne, comment s'est déroulé ton éveil par rapport aux arbres? Quel est le moment où tu deviens l'ami intime du végétal et des arbres? Est-ce que c'est durant tes études? Est-ce que c'est durant des recherches? À quel moment se passe comme ça cette prise de conscience de la plénitude, de la majesté, du geste forestier? Je ne sais pas s'il y a eu un moment précis où ça s'est déclenché. Ce que je sais, c'est que la proximité des arbres est aussi justement à cette forme de présence indicible ou bien indescriptible, où on n'a pas des mots, mais on sait ici il se passe quelque chose. C'est tout enfant, tout petit, que je l'avais déjà. Simplement, lorsqu'on allait cueillir les chanterelles, c'était suivre les sentiers des chevreuils et des renards. C'est vraiment ça l'immersion dans la nature. Donc là, on entre dans l'intelligence de la nature. Lorsque le marcheur en zone forestière a besoin d'aller d'un point à l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller là où c'est les meilleurs chemins, c'est les animaux qui le lui montrent. C'est comme le tapir en Amérique centrale, etc. Donc je vivais un peu comme ça lors de mes jeux, lorsque j'étais enfant. Et là, il y a toujours ce mélange très spontané qui a lieu au niveau des impressions olfactives, visuelles naturellement. Et là, on sent encore quelque chose comme, bien sûr scientifiquement, c'est un terme qui n'existe pas, mais la magie. Qu'est-ce que la magie d'un endroit? Un endroit qui nous parle, où on a envie de rester, et un endroit où on a envie de traverser le plus rapidement possible. Enfant, j'avais ce sentiment très fort. Je me souviens d'endroits qui sont restés magnifiques, où j'aimais rester. Et les études ensuite sont venues un peu par hasard. J'avais certainement l'idée de ne pas choisir un métier qui serait le même toute une vie. Je ne pouvais pas m'imaginer faire la même chose toute une vie. Donc travailler dans le domaine de la recherche, c'est déjà une bonne garantie contre cette crainte. Parce que la recherche est destinée à travailler sur toujours de nouvelles questions qui vont plus loin. Donc de fil en aiguille, je suis arrivé à... Je ne savais même pas que ça existait comme formation, grâce à un ami. Tu vas faire ingénieur forestier, pourquoi pas, je viens avec toi. Donc on est allé à Zurich. Et là, c'est des études extrêmement intéressantes, extrêmement profondes. C'est une institution, École Polytechnique Fédérale, c'est la plus haute école du pays, qui avait un département forestier qui avait développé la plus sophistiquée des foresteries. Il y a longtemps qu'ils avaient abandonné l'idée de plantation artificielle, d'amender les forêts, de labourer les forêts, tout ça, on savait depuis longtemps que c'était sans avenir. Et là, ils avaient développé une foresterie proche de la nature, comme on le dit, une foresterie en couvert continu qui respecte en fait les lois de la forêt. La règle, c'était comprendre et appliquer. Comprendre comment fonctionne la nature et travailler avec la nature et non pas contre la nature. En tant que forestier, des ingénieurs forestiers qui produisent des mètres cubes de bois. Et là, c'était intéressant parce qu'on était à la fois dans le domaine économique, dans le domaine technique, ingénieur, et dans le domaine biologique, dynamique forestière. Et là, c'est autre chose que de faire une coupe rase et de planter des arbres qui n'ont rien à faire ici. C'est observer, mais que veut la forêt et qu'est-ce qu'elle attend de moi et en faire une belle forêt, une forêt productive. Et oui, donc, et tout ceci bien avant que des termes comme biomimétisme ou voire même écologie deviennent à la mode ou deviennent des intitulés commodes pour des départements universitaires. Oui, c'était bien avant, mais ensuite on était tout à fait à l'aise avec ça. D'ailleurs, la notion de développement durable, la notion de gestion durable est issue du monde forestier. C'est ce monde-là que j'ai eu l'occasion d'y entrer. C'est ce monde-là qui a développé la notion de développement durable, de gestion de ce qui est possible
de récolte sur le long terme, de récolte durable, ne pas dépasser ce que produit un système naturel. Une expression que tu as employée il y a quelques instants, qui est celui des lois de la forêt. Écoute, je te laisse le choix en quelque sorte. On peut être un peu en mode servologique et tu nous partages les lois de la forêt telles qu'on peut le professer ou les enseigner, ou également par rapport à là où nous sommes, par rapport à là où tu en es, qu'est-ce qui te semble essentiel à partager aujourd'hui auprès d'un public non averti, non expert, par rapport aux lois de la forêt? C'est quoi qui te paraît majeur et clé vraiment du fond de toi? Alors, un élément essentiel lorsqu'on essaie de comprendre la nature de cette manière-là, c'est de comprendre que ça ne s'arrête pas au darwinisme. Ce n'est pas la loi du plus fort, ce n'est pas la concurrence absolue acharnée de tous contre tous. Lorsqu'on entre dans le fonctionnement de ce monde, on se rend compte qu'il y a la loi du partenariat, la loi de l'entraide et la loi de la succession. On parle de succession végétale. Lorsqu'on a par endroits, ça se passe ici aussi, un glissement de terrain ou bien une avalanche qui vous arrache une forêt, une terre sera mise à nu, extrêmement minérale, puisque tout ce qui est humus a été emporté. Comment est-ce que ça recommence? Eh bien, la forêt met en place des essences pionnières, des essences de lumière qui vont pousser à partir de graines minuscules, amenées par le vent. Elles vont germer très rapidement, couvrir et protéger le plus rapidement possible ce qui était mis à nu. Et ces essences de lumière, c'est des mélèzes, c'est des saules, c'est des bouleaux, vont très rapidement coloniser l'endroit blessé et ne pas vivre très longtemps, ne pas devenir très grands. Ils n'ont pas un bois très dur, très durable. Et ils vont créer un premier humus avec leur feuillage, avec la matière organique qu'ils produisent. Et en dessous d'eux, il y a une légère pénombre. C'est autre chose que le plein soleil, mais ce n'est pas une forêt dense, une forêt épaisse. C'est une pénombre d'essence de lumière. Donc là-bas, vous avez une lumière verte très intéressante pour les essences de demi-lumière. Une deuxième génération arrive, a besoin d'un peu d'humus. Ce besoin est offert par les premiers. Et cette deuxième génération, ce sera des érables, des épicéas par exemple, vont arriver et vont traverser leurs prédécesseurs, leur faire de l'ombre, les faire disparaître et devenir plus grands qu'eux. Et à ce moment-là, les mélèzes, les saules, les bouleaux auront disparu. Et ensuite vient une génération de demi-ombre. Et ensuite une génération d'ombre. Donc il y a toute une succession où un stade évolutif de la forêt a lieu pour préparer le suivant et disparaître. Et lorsque tout est chamboulé par la tornade suivante, ou un incendie, ou une catastrophe, eh bien le tout recommence. Et chacun y trouve sa place. Et encore une autre réflexion, donc ça c'est autre chose que la loi du plus fort, sinon on n'aurait que des mélèzes et rien d'autre. Oui, on a vraiment, comme le terme communauté revient, on a une chaîne comme ça de végétales qui s'enchaînent, qui se succèdent et qui s'entraident au sens où le premier facilite le suivant et ainsi de suite. Ouais, exactement, c'est faciliter l'arrivée du suivant. C'est certains artistes du Moyen-Âge qui avaient un peu cette éthique-là, c'est servir et disparaître. C'est à peine s'ils laissaient leur signature sur les moellons de pierre des cathédrales. On ne sait pas qui a construit ça, mais ils l'ont fait. Et il y a une autre notion très intéressante qui se démarque de cette idée de concurrence acharnée, d'économiser l'énergie à tout prix pour soi. C'est la notion de générosité, la notion de prodigalité. Regardez simplement comment fleurit un arbre, comment il fabrique ses graines, il fait ses graines, il dissémine ses graines. Et lorsque vous voyez cette floraison et cette profusion de graines, ce serait une catastrophe que chacune donne un arbre. Ce n'est pas voulu. L'idée, c'est que et les arbres, face à ça, ils pourraient très bien en faire beaucoup moins et les faire de telle manière que ce soit des graines Panzer. Des graines à croissance garantie. À croissance garantie, exactement. Mais ce n'est pas comme ça. Les arbres travaillent sur la profusion. Et pourquoi? Alors on regarde ce qui se passe. Après cette dissémination de graines, si c'est un peu plus bas, ça sera des hêtres, mais ici partout, on a partout des arbres.
là où l'herbe le rend possible, ou bien ailleurs. Les arbres arrivent, mais la plus grande majorité, les 99,9%, vont germer, faire la première plantule, et cette plantule va mourir. Mais c'est une fête pour le sol. C'est un cadeau au sol, c'est fabuleux. C'est la fertilité du sol, c'est des enzymes toutes fraîches qui vont diffuser dans le sol et animer l'activité du sol. Et nourrir la microbiologie du sol et la stimuler en quelque sorte. C'est de la salade pour les vers de terre, etc. Encore une fois, tu as utilisé un terme qui fait du bien à entendre, qui est par exemple ce terme de prodigalité, de joyeuse générosité en quelque sorte, d'offrande désintéressée. Donc il y a quelque chose vraiment de profusion, mais en servant et en disparaissant. Toi aujourd'hui, puisque cette rencontre a été permise par un heureux concours de circonstances, ça fait bientôt 6 mois qu'on discute ensemble de trouver une date conjointe pour pouvoir faire cette rencontre et cet échange autour des forêts et autour de ton regard, de ton vécu par rapport aux forêts. Tu as écrit de multiples ouvrages, tu es assez prodigue également dans ton écriture et aussi prodigue dans ta parole. Tu es présent à des conférences. Moi, je connais celles qui peuvent avoir lieu en France, mais j'imagine que tu interviens dans bien d'autres endroits pour partager les savoirs et les connaissances que tu as pu partager via tes ouvrages. Et comment te retrouves-tu avec la forêt ? Quel temps de retrouvailles ou de réconciliation ? Comment tu fais pour nourrir ou retrouver le lien avec la forêt compte tenu de cette vie de parole où tu sèmes aux 4 vents et où tu dispenses cette sagesse? Je pense que l'une des manières, ou bien l'une des clés de garder ce contact, c'est d'avoir eu cette jeunesse, c'est d'être marqué par ça très profondément, avec tous les sens qui sont à notre disposition. Mais de plus en plus, je me rends compte que l'arbre a une présence externe dans les forêts. Et là, on va un peu dans les mystères de la psychologie des profondeurs. En fait, dans toutes les cultures, l'arbre est aussi intérieur à l'être humain. Les arbres cosmiques, c'est dans toutes les cultures qu'ils ont une place centrale. Et de plus en plus, j'ai la conviction que de simplement penser à un arbre nous remet en contact avec la forêt, avec tous les arbres. Et ce n'est pas anodin, je pense, parce que la nature de la pensée, disons l'objet de la pensée, a probablement une certaine fréquence vibratoire. On est en train de mettre des chiffres là-dessus, on est en train de mesurer comment fonctionne le cerveau humain en activité quotidienne, profane, ou en méditation, et on se rend compte que ça vibre tout à fait différemment, il y a des fréquences qui changent. Et là, est-ce qu'on se reconnecte à ces dimensions intérieures, profondes, à ces êtres, je le dis aussi dans ce livre, les plus mystérieux du monde? Si les arbres n'existaient pas, mais qui serait capable d'imaginer ça? Un être végétal qui a 100 mètres de haut, qui est capable de vivre 3000 ans, jusqu'à 5000 ans. Les branches horizontales, c'est un pied de nez à la loi de la gravitation universelle. Lui, il s'en moque, il sait comment faire autre chose que de se soumettre à la gravitation universelle. Il sait fabriquer de l'eau également? Il sait fabriquer de l'eau. Beaucoup de gens croient encore que l'eau qu'on boit ici, elle a été bue plusieurs fois par nos ancêtres. C'est en partie vrai, mais ce qui est beaucoup plus complexe, c'est de savoir que chaque végétal, mais surtout les arbres, par leur ampleur, leur puissance de photosynthèse, vont déconstruire l'eau qu'ils absorbent du sol, vont faire de l'oxygène, vont faire de la biomasse, vont faire une troisième composante qui est de l'eau nouvelle. Il y a le lieu de la naissance de l'eau, c'est dans les arbres en particulier. L'eau meurt et naît. L'eau est beaucoup plus vivante que ce qu'on croit. Et donc il y a cette façon en tout cas que c'est cette pratique que tu proposes pour se relier aux arbres et avec en plus le socle, la haute probabilité scientifique de ces connexions invisibles et de ces connexions vibratoires entre les ondes cérébrales, entre les fréquences de notre activité électromagnétique et puis celle qui va être présente auprès des arbres, qui donc défient les lois de gravité, qui défient les lois de la longévité aussi à leur manière. Ce sont des êtres vivants et on voit que la planète souffre, que des arbres subissent des stress
conséquents, des chocs thermiques, des incendies, des méga-incendies. On parle de plus en plus de déforestation, on pleure de plus en plus devant le mauvais sort qui semble s'acharner contre l'Amazonie et rien ne semble arrêter la machine à couper des arbres. À la lumière de ces sagesses et aussi de ces savoirs que tu as pu rassembler sur les 30 ou 40 dernières années, quel est le message alarmiste, ou en tout cas les menaces que tu cherches à faire passer, ou en tout cas, comme on dit en anglais, le wake-up call, les messages un peu forts en tapant du poing sur la table que tu peux transmettre, que tu peux chercher à faire entendre? Alors l'observation la plus directe, la plus évidente, c'est que l'être humain a changé le visage de la Terre, en fait, pour ses propres besoins. Vous prenez l'Europe. L'Europe, c'est 80-90% de surface forestière au départ, après le retrait des glaciers. Ces forêts ont été entièrement dévastées. Aujourd'hui, il y a des reliquats de forêts secondarisées, mais à un moment donné, ça a été pas mal dévasté et replanté par endroits, mais c'est surtout dans des très grandes zones que l'agriculture a entièrement pris la place de forêts et d'écosystèmes encore plus précieux que des forêts comme on les voit ici, c'est des forêts marécageuses, par exemple. Les fameuses zones humides où, lorsqu'on parle des mangroves, par exemple, en Amérique, dans les zones tropicales. Absolument, les mangroves, zones côtières, mais aussi à l'intérieur des continents. Si on prend l'Europe, par exemple, il faut savoir que la plaine du Pô, c'était l'Amazonie de l'Europe. Et qu'est devenue notre Amazonie? C'est devenu un désert agricole. C'est plus que des cultures artificielles, où on a à peine de la place pour des arbres. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'un des effets à long terme de ce changement de la surface terrestre, où on enlève donc ces arbres qui sont les maîtres de l'hydrologie. On les enlève pas impunément. Maintenant, on a le retour de manivelle. Le Pô est à sec. Et c'est un message incroyablement fort, incroyablement direct, qu'il faut prendre au sérieux. Et si ça signifie simplement que ça s'est asséché à un tel point et ça se réchauffe, comprendre qu'en appliquant en fait une forme de retour dans un équilibre nécessaire, c'est-à-dire remettre une part suffisante de systèmes naturels dans des systèmes artificialisés, mais là je parle de 10 ou 20%, pas plus, le reste à notre disposition, des systèmes naturels, sauvages si possible, ou bien aussi gérés, des cordons boisés, des haies, des systèmes bocagés, machines compatibles, disons, qui couvriraient avec du ligneux une dizaine de % de toutes les surfaces occupées par l'homme, y compris les pâtures, y compris les champs, les prairies. Donc ceci nous permettrait de faire un nouveau pas, de reconnaître qu'on est allé trop loin. C'est pas revenir en arrière, je parle de bocage machine compatible. Un nouveau pas en s'enseignant du passé pour surtout remettre en place l'hydrologie de chaque paysage. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si les températures augmentent, bien sûr que c'est un problème. Les arbres ont de la peine, mais d'autres sont en train de venir les remplacer, mais ils le font naturellement. Est-ce que c'est grave d'avoir 1 ou 2 degrés de plus en zone tempérée, comme c'est annoncé? Bien sûr que c'est grave. Mais si on laissait la végétation faire avec ça, on pourrait s'inspirer de la situation milieu tropicale, équatoriale. Là-bas, il fait déjà 2 ou 3 degrés de plus que chez nous. Mais ça fonctionne parce qu'il y a ce couvert végétal encore. Donc, la solution absolument centrale, et là on est nombreux à être convaincus de ça comme forestiers, c'est redonner une part suffisante de forêt pour remettre en route les cycles hydrologiques. Et avec l'humidité en plus, les élévations de température sont beaucoup moins graves. Parce que ça va naturellement faire de l'évapotranspiration, ça va faire des nuages et des précipitations. Ça fait quelque chose comme un saut quantique du point de vue conditions climatiques, mais c'est un saut quantique qui amènerait même, dans le meilleur des cas, un surplus de végétation. Et effectivement, au niveau des modèles climatiques, cela ouvrirait même l'apparition de nouvelles rivières atmosphériques. Alors ça, c'est intéressant. Comme on les connaît pour l'Amazonie, cette immense rivière amazonique qui
qui va alimenter l'Amérique du Sud, l'Argentine qui s'inquiète d'ailleurs, l'Amérique du Nord aussi, par des masses d'air énormes chargées d'humidité et de chaleur en fait latente qui va déposer ces précipitations beaucoup plus sonorées au sud et dégager de la chaleur. Donc tempérer des zones qui seraient beaucoup plus boréales. Et même le Gulf Stream est par certains supposé être animé aussi par cette masse de chaleur amenée par ces rivières invisibles. Donc pour l'Europe, il s'agirait en fait de remettre en route de telles rivières. Et je verrais très bien la plaine du Pô devenir un laboratoire magnifique. Et surtout la Beauce aussi. Qu'est-ce que la Beauce ? La région de Chartres, c'était la forêt sacrée des Celtes. Civilisation qui m'a toujours intéressé, la forêt des Carnutes. Chartres, c'est dans un département, c'est dans le département de l'Eure. Et le chef-lieu du département de l'Eure, c'est Évreux. Et que veut dire Eure ou Évreux ? C'est la terre de l'If. Et la forêt des Carnutes était probablement une forêt d'If, peut-être mélangée naturellement avec des chênes et d'autres. Tout ça, c'était de la forêt. Et si on prend la région qui est restée un peu plus humide, mais qui mériterait d'être prise en considération de manière plus sérieuse, c'est tout le bassin lyonnais, par exemple, les Dombes. Là, on a encore des restes, des reliques, mais là, ça pourrait inspirer des nouvelles formes de permaculture, d'agriculture de proximité, où la mécanisation aurait de nouveau une nouvelle dimension. Merci Ernst de ces partages, de ces regards entre le bruit de la cascade qui effectivement ne cesse pas et puis quelques chants d'oiseaux et puis quelques vaches avec des cloches au loin qui résonnaient. La nuit maintenant est tombée autour de nous et donc nous sommes face à une vision et un paysage assez rare qui est donc cette expérience comme ça d'une tombée de la nuit sur une forêt des Alpes bernoises en plein cœur de la Suisse et c'est Ernst qui nous a partagé cette ambiance unique et qui en même temps nous reconnecte sans doute à de multiples mémoires. Ernst, merci beaucoup pour cette rencontre Nous sommes forêt. Un dernier mot peut-être à nous dire ou à partager ? Oui, nous sommes forêt, nous sommes tous forêt. En fait, il y a une loi psychologique intéressante, c'est le phénomène de l'inconscient collectif développé par Carl Gustav Jung. Un Suisse ? Un Suisse encore. Bon, il vivait presque en Allemagne. Effectivement, c'est une manière de penser peut-être qui est spécifique. C'est penser lentement et laisser germer de bonnes idées. Et là, cette notion d'inconscient collectif est intéressante parce que lorsqu'on parle de forêt, on parle naturellement d'un méta-organisme. C'est un organisme d'ordre supérieur dont les arbres sont des organes et dont la faune a aussi une fonction d'organe. Donc tout ça, ça forme en fait un méta-organisme faune et flore, la faune étant la partie mobile de la forêt. Et tout ça constitue une intelligence collective. Les anciens parlaient de l'esprit de la forêt, je crois que ça a à faire avec cette intelligence collective de la forêt. Lorsqu'on dit « nous sommes forêt », c'est pas « je suis forêt », c'est « nous sommes forêt », c'est de nous retrouver autour de cette idée d'intelligence collective qui nous permet de faire beaucoup plus que ce qu'on fait personnellement, par échange, et pas d'être surpris par des questions telles que celles qui viennent de m'être posées. Merci beaucoup Ernst et merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode. Que faire maintenant ? Vous pouvez avant tout décider de rejoindre et de participer à l'association ou au projet de la personnalité que nous venons de rencontrer. Leurs coordonnées sont incluses dans le descriptif de cet épisode. Vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir et partager sur vos réseaux les témoignages de Nous sommes forêt. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous donner des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et favoriser ainsi notre audience. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Nous sommes forêt.